toutes et à tous, l'info sur l'info, de la com, de l'image et les coulisses et la médiasphère avec l'équipe du jour. Jean-Philippe Lafont, bonjour. Bonjour. Vous êtes, et vous avez entendu cette voix baryton, coach vocal d'ailleurs d'un certain Emmanuel Macron. Et vous avez publié, on y reviendra bien évidemment, ce magnifique ouvrage. Jacques Isabello, bonjour. Salut Christophe. Conseiller en communication, agence Coriolinc, et Frédéric Sinclair, bonjour. Bonjour. Analyste politique, auteur de La refondation des droites aux éditions Salvator. Nous serons également en direct de l'Assemblée nationale avec Frédéric Delpech pour votre rubrique Retour sur l'info. Et Alison Tassin viendra nous rejoindre du service politique de LCI et elle vous plongera dans les coulisses de la France de Jupiter. Mais commençons par celui que le JDD classait ce week-end en 11e position des ministres en qui les Français ont le plus confiance, surnommé la valeur de couleuvre. Vous allez l'entendre dans quelques instants. On va parler bien évidemment de Nicolas Hulot, contraint, forcé de reculer une nouvelle fois sur ses engagements. On ouvre la boîte à archives dans la médiasphère, souvenez-vous. À partir du moment où déjà on a confirmé qu'effectivement la part du nucléaire sera dans la production d'électricité de 50%, chacun peut comprendre que pour tenir cet objectif, on va fermer un certain nombre de réacteurs et pas un seul réacteur qui d'ailleurs au passage n'a pas encore été fermé. Donc laissez-moi planifier les choses. Ça sera peut-être jusqu'à 17 réacteurs, il faut qu'on regarde. Et puis voilà, la vie est ainsi faite, surtout celle de ministres. Journée noire hier pour Nicolas Hulot. En images, c'est tout de suite. Si l'on veut maintenir la date de 2025 pour ramener dans le mix énergétique le nucléaire à 50%, ça se fera au détriment de nos objectifs climatiques, ça se fera au détriment de la fermeture des centrales à charbon, et probablement que si on voulait s'acharner sur cette date, il faudrait peut-être même rouvrir d'autres centrales thermiques. Donc on va maintenir évidemment cet objectif de 50%, sauf qu'on va le rendre possible, et on va le rendre réalisable. Donc on va simplement le repositionner dans le temps. Donc un nouveau calendrier. Oui, qui va être le plus court possible. Mais encore une fois, moi, la grande différence, c'est que je ne me pose pas des totems pour m'en débarrasser derrière. On va regarder ce qui est faisable. Je pense que l'échéance de 2030 ou 2035 est une échéance sur laquelle on va travailler. Voilà, des réactions, il y en aura, et des sourires sur ce plateau, il y en a aussi. Des réactions, je le disais, la dernière en date, elle est chaude, elle est toute fraîche, on vous la livre. Il s'agit de Yannick Jadot, député européen, Europe, Écologie, Les Verts, sur nos amis de France Info. Vous avez, les mois passants, un ministre qui cède sur les perturbateurs endocriniens, sur le CETA, sur le glyphosate, maintenant sur la transition énergétique, qui n'avale plus des couleuvres, qui avale des boa constrictors. Tous les débats sur l'énergie en France disent toujours il faut économiser l'énergie, il faut faire des énergies renouvelables, mais dans la réalité, c'est toujours le nucléaire qui gagne. Vous avez d'un seul coup un coup de pression du lobby nucléaire et Nicolas Hulot recule. C'est une énorme faute politique ce qu'il vient de faire. Une énorme faute politique, le mot est lâché. Eh bien, Freud expliquait qu'il y avait deux façons de gérer sa relation à la société, le principe de plaisir et le principe de réalité. Le principe de plaisir, c'est quand on est dans l'opposition, donc on est toujours en train de contester. Et le principe de réalité, c'est quand on est aux affaires. Et moi, je vais vous dire, je trouve que Nicolas Hulot est remarquablement courageux aujourd'hui, parce que ce qu'il est en train de dire, et il va en subir les conséquences, c'est qu'il a analysé les dossiers et qu'aujourd'hui, il n'est plus celui qui va faire des promesses, et lorsqu'il se barra, il dira « moi, je refile le dossier aux autres ». Donc, il est en train de se prendre des coups de Jadot. Audrey Pulvar, ce matin, qui est quand même la patronne d'une fondation qu'il a créée, qui disait également que c'était très déstabilisant. Donc, première étape, l'aspect politique. Après, il y a un aspect de communication. Des gens qui disent lui qui est le représentant de l'écologie en France et de l'écologie politique, il ne peut pas donner ce signal à l'endroit du lobby nucléaire qui, lui, va s'engouffrer dans la brèche. Donc, Nicolas Hulot, 1, très courageux, mais 2, très compliqué. Et 3, je pense qu'il est en train de nous donner une formidable leçon. Il dit aux gens, il y a des choses qui sont complexes et il ne faut pas céder à la facilité. Je vais être la première victime de ce nouveau principe de réalité. Et Jean-Philippe Lafont, c'est pas facile de monter sur scène et de faire face à un vrai public. C'est le cas aujourd'hui de Nicolas Hulot. Écoutez, moi je me pose simplement une question, béotien que je suis sur la question, et sur beaucoup d'autres d'ailleurs, de ce type. Est-ce que ce n'est pas un petit peu, est-ce que Nicolas Hulot, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, au demeurant, est-ce que ce n'est pas, il ne fait pas montre un peu des limites de la société civile? Avant, il était face à des militants,
Et aujourd'hui, il est face à des scientifiques qui lui disent certainement qu'il y a des choses qui ne peuvent se Entre les faire. rêves et la réalité. Alors, voilà, entre rêve et réalité, certes. Donc, je me pose cette question. Est-ce que sur ce sujet-là, il est bien guidé, il est bien... ce n'est pas critiquable de se déjuger si ça en vaut la peine, quelque part. Bon, si c'est pas possible en 25, ça sera possible en 35. C'est intéressant. Est-ce qu'il est possible encore en France, ça pourrait être la question qu'on se pose, de dire les choses, de réfléchir, de travailler, et à un moment de dire c'est pas possible, on va pas continuer à vous mentir. C'est peut-être ce que fait Nicolas Hulot. Je pense que c'est ce que font en réalité à peu près tous les hommes politiques quand ils arrivent aux responsabilités. Ils se rendent compte que le réel les rattrape et que les promesses de campagne, elles ont besoin d'être ajustées. Finalement, l'ajustement varie entre 5 et 10 ans. Il ne change pas le cap, il retarde l'échéance et il dit on va voir ce qu'il est possible de faire. Le mot possible a une importance fondamentale. On est bien dans la possibilité. Est-ce que réellement il est faible face à des lobbies ? C'est un procès qui est quand même un tout petit peu rapide. Les yaka faucons qui sont dans l'opposition ou dans la sphère médiatique et qui disent oh, non, mais quand même. Et pas que dans l'opposition. Hein. Et pas que dans l'opposition d'ailleurs. Et il y a quand même à un moment aussi un devoir de responsabilité pour les commentateurs politiques, pour l'entourage politique, et dire effectivement la question écologique est particulièrement complexe. Elle s'oppose au moteur capitaliste. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Aujourd'hui, la société s'effondre si le capitalisme est mis à mal. On sait que notre économie est molle, c'est-à-dire qu'elle ne crée pas d'emplois, elle ne fabrique pas d'énergie économique depuis de longues années. La France n'est pas un pays qui peut se permettre de prendre des milliards et de les injecter dans un secteur pour dire on va tout révolutionner. Donc il y a un principe de responsabilité qui prime et j'ai l'impression, comme le disait Jacques Isabello, que Nicolas Hulot est dans cette voie-là. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui ça soit un homme politique particulièrement faible. Et peut-être, vous avez raison, le principe de réalité. Reste l'image, on est là pour en parler. Vous savez que c'est la base de cette émission. Souvenez-vous de cette séquence. Nicolas Hulot allait au Conseil des ministres. Visiblement, il avait reçu un coup de téléphone du président dans sa voiture en disant « Arrête-toi, il y a des gens que tu dois rencontrer ». Et c'était ça. Aujourd'hui, à cause de vous, on est stigmatisés. Les citoyens nous regardent comme des... Vous voyez ? Donc en fait, changez, redonnez-nous des perspectives. Communiquez dans la journée pour dire oui, il faut une agriculture qui exporte. Oui, il faut une agriculture qui exporte. Il ne faut pas qu'ils se sentent stigmatisés, au contraire, l'ensemble du gouvernement est à leur écoute. C'est pour ça qu'il y a les états généraux de l'alimentation. Allez, on y va. Voilà, il y a l'image aussi. Moi, je voudrais dire une chose, en marge de ce problème-là, pourquoi ne fait-on pas, comme aux États-Unis, quand on construit une maison, il y a obligation de mettre sur le toit de cette maison quelques plaques pour récupérer l'énergie solaire. Pourquoi on n'impose pas, j'aime pas moi ce mot imposer, obliger, mais pourquoi on ne propose pas plus facilement cette solution qui est un peu simpliste peut-être, pardonnez-moi, mais je trouve qu'elle est assez remarquable pour être signifiée. Est-ce que ça sauverait justement Nicolas Hulot? C'est la question aussi qu'on va se poser. Souvenez-vous d'ailleurs, tiens, ça va apparaître sur cet écran de la déclaration de Nicolas Hulot, c'était dans Le Monde du 28 octobre, où il indiquait justement que si ça n'allait pas, il ne resterait pas. Il est en train d'engager une formidable bataille de communication et on a toute légitimité à en parler ici. L'équilibre médiatique doit être la règle. Et donc on sait qu'il y en a qui tirent très fort d'un côté, les pro-nucléaires tirent très fort d'un côté et ils ont une logique catastrophiste, et les écologistes, ils doivent tirer très fort de l'autre. Et ce qu'essaye de faire Nicolas Hulot, et c'est pour ça que je disais qu'il est responsable et qu'il est courageux, c'est qu'on ne peut pas lui faire le reproche d'être passé de l'autre côté. Ce qu'il essaye de dire à tout le monde, c'est de dire « j'ai eu un rôle pendant un moment, et d'ailleurs j'ai eu un rôle ici, et c'est pour ça que j'étais si connu, j'ai eu un rôle, et maintenant je vais essayer de véritablement faire des choses, mais il faut arrêter de créer un déséquilibre, d'en faire trop dans un sens et trop dans l'autre. » Donc il n'a absolument pas dit qu'il allait renoncer à cette transition énergétique. Il a dit qu'il allait dire la vérité sur la réalisation possible de cette transition énergétique. Et c'est là où la bataille de communication est intéressante, parce que peut-être que demain, les gens ne croiront plus, ni les uns ni les autres, mais croiront la voix de Nicolas Hulot, parce qu'ils se diront, comme pour l'abbé Pierre, ils se diront, lui va nous dire la vérité, sans l'enjoliver,
ou sans la rendre plus catastrophique. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il va y arriver ? Là où il a fait sans doute une petite erreur, c'est que ses anciens amis, il aurait dû un peu les mettre dans la boucle. Jadot, il était très très en colère. Quand il va regarder son interview, Jadot, il va se dire « j'ai peut-être été un peu trop loin ». Voilà. Là, il a fait une erreur de com. Vous pensez que Yannick Jadot va réfléchir à cette déclaration ? Vous pensez que Nicolas Hulot va pouvoir traverser ces péripéties ? Et est-ce qu'on peut encore dire la vérité aux Français aujourd'hui ? L'enjeu politique de Jadot et puis des écologistes, c'est de dire on a face à nous un gouvernement qui est clairement libéral. Les Français classent aujourd'hui Emmanuel Macron à droite. On a bien vu son ancrage. Donc l'écologie n'est évidemment pas un enjeu majeur. Donc on va mettre la pression sur Hulot pour mettre la pression sur Macron, parce qu'on sait très bien que les décisions se prennent à l'Élysée, in fine. Et donc, pour contraindre l'Élysée à revenir sur son calendrier et à essayer d'engager un tout petit peu plus de crédit dans l'écologie. C'est un conflit politique, rien de plus. Et ce que disait à juste titre Jean-Philippe Lafont tout à l'heure, les limites peut-être de la société civile face aux arcanes du pouvoir. Moi, je suis moins d'accord avec ce qu'a dit Jean-Philippe. Pardonnez-moi, Jean-Philippe. Je pense qu'il est dans la droite ligne de ce que propose Macron depuis qu'il a été élu. Macron, il dit, mais attendez, vous râlez. Moi, l'ISF, je vous l'avais mis dans mon programme. Cette réforme des ordonnances du Code du travail, je l'avais mis. Donc, OK, faites-moi des reproches, mais je l'ai mis et je le fais. Et finalement, Hulot, il a dit, je vais observer et je vais être pragmatique. Et là aussi, si jamais Hulot dit, ça se fait en 2025, quand il part en 2019, parce que de toute façon, il va partir au pire en 2022, et qu'il refile la patate chaude comme tous les ministres de la transition énergétique l'ont fait, il ne sera pas dans son rôle. Là, sur tous les sujets, il va essayer de dire « je veux vous dire la vérité ». Sur le glyphosate, il n'est pas devenu actionnaire de Monsanto. Il a juste vu des tas de gens qui lui ont dit « mais attends, mais t'es sympa, mais demain, si tu veux manger, moi, sans glyphosate, je ne peux pas te donner à manger ». Il est en train d'entamer ce combat-là et, comme vous l'avez dit, il est en train de dire aux Français « êtes-vous assez mature pour entendre la vérité ? Je suis le garant de cette vérité. Allez-vous le croire, vous ?» Voilà, Nicolas Hulot, l'homme de la vérité. Ne loupez pas, justement, ce soir, chez David Pujadas, il y a Ségolène Royal. On verra, justement, quelle est sa version sur les changements ou les adaptations du ministre de la Transition écologique. Dites, en parlant de vérité, on va partir du côté de l'Assemblée nationale où les députés se penchent sur la réduction de leur train de vie. Fini les dépenses somptuaires et autres avantages en cette période de vache maigre qui irrite passablement d'ailleurs les Français. Et parmi ces mesures dont on va parler, il y a celle du logement pour les députés. Bienvenue chez l'habitant. Alors normalement, on devrait entendre Thierry Solers, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Ça n'arrive pas. Donc, puisque nous allons entendre Thierry Solers et que ça n'arrive pas, tout simplement, nous allons... Ah, on me dit qu'on a retrouvé Thierry Solers. Il était certainement parti chez l'habitant. C'est parti. Aujourd'hui, les députés, quand ils logent à Paris, ils viennent de toute la France, des fois des départements d'outre-mer, c'est la France également bien sûr, mais de très loin, à Paris, ils sont logés à l'hôtel ou ils sont logés dans des bureaux-chambres à l'Assemblée nationale. Ça coûte très cher. Qu'est-ce qu'ils nous demandent les parlementaires, sur tous les bancs, les nouveaux ? Parfois d'être en colocation, je pense à ceux du Vaucluse. Ils sont 3 garçons, ils me disent prenez-nous un appartement plutôt que toutes les soirs des chambres d'hôtel pour tous. Ça fera faire des économies à l'Assemblée, ça sera plus simple. Il y en a qui nous demandent d'ouvrir avec les sites type Airbnb. Et ces économies-là, on veut les redéployer pour les parlementaires. Alors ? Pourquoi pas chez l'habitant ? Oui. Vous l'avez dit, hein, Madame Michu qui reçoit son parlementaire. Je vous sens énervé. Ensuite, on fait une petite émission télé sympa avec les habitants les plus cool avec certains les députés. Certains politiques l'ont fait. Votre député et vous, c'est ça. Hein. Et puis Madame Michu qui explique que son député, elle lui demande de débarrasser son assiette et puis de faire la vaisselle parce que finalement, c'est un homme comme les autres, le député. Il y a un populisme qui règne aujourd'hui en France et qui veut absolument tout niveler et faire comme si les élus devaient être traités comme des citoyens, comme les autres. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça au niveau des crédits qui sont alloués à la représentation nationale. On ne peut pas faire ça au niveau de la sécurité. Ce sont des gens qui sont exposés pour plein de raisons. Ce sont des gens qui ont des décisions extrêmement lourdes à prendre parce qu'ils prennent en compte le bien commun, l'avenir du pays. Donc il y a un moment où il faut qu'on accepte de revenir à une forme de hiérarchisation sociale dans notre pays. Effectivement, il y a des personnes qui ont un statut pendant un temps limité. Pendant limité, vous avez aussi une autre mesure qui sera débattue cet après-midi à l'Assemblée, c'est la gratuité des transports pour les ex-députés. Pas certain que ça passe aujourd'hui chez les Français, qu'est-ce que vous en pensez ? Trop, c'est trop.
Il ne faut pas aller jusqu'au bout de bonnes idées au demeurant. L'idée n'est pas mauvaise, mais elle est excessive. C'est vrai que ce que vous dites, cher monsieur, est important. Ce sont des gens qui doivent être protégés, n'est-ce pas? Ils sont en première ligne. Donc si on les met ici, là et ailleurs, je veux dire, on n'aura pas un contrôle sur leur sécurité. Déjà cela. Ensuite, qu'il soit chez Madame Michu, ça peut être très sympathique. Monsieur Giscard d'Estaing y allait régulièrement. Je ne sais pas si, par contre, il avait son assiette. Ça, je ne suis pas sûr. Alors, l'idée, justement, effectivement, est qu'ils ne dorment pas à l'Assemblée, dans des conditions parfois précaires, qu'ils puissent aussi se regrouper, peut-être en groupe, et louer des appartements à plusieurs. Bienvenue, là aussi, dans la réalité, dans le monde réel, dans le monde des Français. C'est l'obligation d'économie qui est derrière ça, qui est irritante. On est en train de faire des économies de bout de chandelle. Alors, je reconnais que c'est des chiffres qui sont importants. Hein, quand on n'est pas dans l'image et dans la com. Mais complètement. Donc, et pour faire la différence avec ce que vous disiez sur les trains gratuits pour les ex-députés, donc, ils ne sont plus en fonction. Donc, à ce moment-là, qu'on retire ce privilège quand l'homme politique n'est plus homme politique, il n'y a pas de problème. À partir du moment où il est en fonction, qu'on accorde une capacité, un confort, d'accord, auquel finalement toute la société aspire, un confort de vie et de travail aux députés pendant l'exercice de leur mandat, si ça passe par de la colocation pour certains, très bien, je ne suis pas certain que les députés aient envie de se réunir tous les soirs à 3, un PS, un PC, puis un LR, ça va être sympa dans la une cohésion, justement, du pouvoir. Il faut demander, est-ce que Thierry Solaire souhaite que les logements soient mixtes? Parce que a priori, il n'y a pas de problème. Je vous entends pas tellement, Jackie, sur ces réductions, ces mesures, ces obligations. Derrière l'idée un peu marrante qu'a soulevée Thierry Solaire, je crois qu'il soulève des points qui sont intéressants. Premier point, est-ce que vous avez déjà vu un bureau de député? Dans un bureau de député, tout le monde n'a pas l'ex-bureau de François Fillon. Vous avez des petites cages à lapins et parfois le député, alors pas parfois, tout le temps, le lit est intégré dans le mur. C'est-à-dire que quand il baisse son lit pour les séances de nuit, eh bien, il n'a plus de place pour son bureau. Donc ils sont vraiment dans des cages à lapins. Premier point, il dit... C'est compliqué. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a une polémique sur le rachat d'un hôtel parce que les députés ont besoin d'être mieux. Deuxième point, il y a eu des polémiques sur est-ce que j'ai le droit d'utiliser mes frais de représentation pour acheter un logement parce que je suis souvent à Paris et député. Ça, c'est plus possible. Les gens ne l'acceptent plus. Fiscalement, c'est faisable. Ça n'est pas illégal. Mais moralement, les gens ne l'acceptent plus. Donc, c'est tout ça qu'il a voulu soulever et de dire à la fin, si ça doit être simple et convivial de faire du Airbnb comme tout le monde peut faire, parce que Villani, lui, il prend le RER toujours pour venir à l'Assemblée nationale le matin, pourquoi pas l'étudier? Mais derrière cette proposition qui est de la pure com, il y a quand même des vrais sujets de fond sur l'évolution du député et de ses frais dans la société. C'est le moment de retrouver notre rubrique Retour sur Info. On va rester donc du côté de l'Assemblée nationale. On espère qu'on retrouvera d'ailleurs notre ami Frédéric Delpech, pour un décryptage. Souvenez-vous, hier, dans la médiasphère, nous nous interrogions sur le silence coupable et pesant des politiques après les menaces de mort contre Charlie Hebdo. Eh bien, quelques heures plus tard, qu'est-ce qui s'est passé toujours à l'Assemblée? Regardez. Notre groupe, et j'en suis sûr, l'ensemble des députés, vous invite à réaffirmer solennellement que la France s'honore d'être la patrie de la liberté de penser, de créer, de caricaturer, de s'exprimer, d'être la patrie de la liberté de la presse. Dès lors qu'une menace de cette gravité est proférée, quel que soit le média sur lequel elle est proférée, des poursuites puissent être diligentées afin que des sanctions puissent être prononcées. On ne peut pas, dans notre pays, impunément, mettre en cause la liberté de penser, de s'exprimer et même de caricaturer. De retard justement de l'exécutif sur ces menaces de mort, cette ouverture, on le disait avant-hier, du parquet, une enquête pour ces menaces de mort. Ça vous a gêné, ça vous a choqué justement cette absence de réaction des politiques, du politique? Disons que je crois que c'est symptomatique finalement de la légèreté avec laquelle on traite peut-être un peu les réseaux sociaux. Finalement, c'est une parole temporaire, rapide, sans conséquence, et on sait qu'elle n'est pas en réalité sans conséquence. Et il y a un changement d'air. C'est-à-dire cette entrée dans l'ère numérique s'est faite finalement assez rapidement. Et je ne suis pas certain que le politique aujourd'hui soit encore extrêmement pertinent sur l'analyse à la fois du problème
et des solutions du problème. Parce que finalement, dire aujourd'hui, on va condamner, on va traiter, on va faire la chasse à tous ces gens-là, très bien. Mais ensuite, ça pose toute la question de la pénalité. On fait quoi? On punit comment? Vous voyez, on est tous indignés par ces menaces de mort et on a tous envie que ça cesse. Mais entre l'envie et la façon de faire cesser, de régler le problème, il y a un écart. Et aujourd'hui, on n'a pas de réponse à ça. On sait très bien que nos tribunaux sont engorgés, que nos prisons sont pleines. On va faire quoi? On va les enfermer, ces gens-là? On va taper sur le portefeuille, on va leur dire vous allez payer pour... On a une vraie réflexion de fond à mener sur la pénalité. Et en même temps, on ne peut pas non plus ignorer complètement le phénomène en le banalisant parce qu'on va le laisser grossir. Mais j'allais dire, c'est quelque chose qu'on entend absolument partout dans la société. Au-delà, vous êtes tous, on va dire ça comme ça, des sachants de la politique. Ça se prépare, ça s'organise. On le disait hier, on en fait un thème dans la médiasphère en disant les politiques ne parlent pas. Les politiques sont absents et il y a un silence. Et puis, il y a cette question de Ferrand, cette réponse du Premier ministre derrière. On est où? On est dans le fond ou on est dans la com? Il y a eu un vrai retard à l'allumage, vous avez raison Christophe. Les politiques sont embêtés avec ça. Les géopoliticiens savent très bien qu'avec les évolutions au Moyen-Orient, les formes de terrorisme sont en train d'évoluer sans rentrer dans le détail. Et il y a une des formes, il y a 3 grandes formes, mais il y a une des formes qui est un terrorisme d'hyper-proximité, qui est carrément d'initiative. Et il y a des fous furieux qui sont capables demain, s'ils sont en colère, de passer à l'acte parce qu'ils ont vu une vidéo. Et les politiques savent très bien qu'une des choses qui peut les agacer, c'est ce que fait Charlie. Donc, d'un côté, on leur dit attention. Mais on parle de terrorisme, on parle de caricature, je termine. De liberté de parole ou d'islam. Est-ce que c'est ça aussi qui ne peut pas être gênant? Je peux juste terminer de dire, Charlie, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. D'accord? On a la liberté d'opinion en France. Charlie, on ne découvre pas aujourd'hui. Les politiques savent très bien que la relation entre l'excitation que va provoquer Charlie, parce que c'est devenu un totem pour tout un tas de raisons, et les impacts que ça peut avoir dans l'opinion sur des gens qui sont complètement déséquilibrés, et bien là, le principe de réalité, c'est que le politique se dit où est-ce que je me place? Et donc, retard à l'allumage, et il faut que ce soit les médias qui disent « Oh les gars, alors vous réagissez plus » et qui se disent « Oui, on ne peut pas réagir ». Donc, ils le font parce qu'on le demande de le faire. Ils sont très embêtés pour les raisons que je viens d'expliquer. Jean-Philippe, justement, sur cette absence peut-être de traitement du sujet de fond, la caricature, le traitement de l'islam, le non-amalgame. On ne répond pas à l'agression par l'agression. Moi, je préfère une main tendue pour pardonner ou pour se faire pardonner que de voir l'érection de M. Ramadan sur Charlie Hebdo. Ça nous amène à quoi? Je veux dire, si je vous insulte ce matin devant témoins, vous allez m'attaquer, vous allez avoir raison. Alors, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout écrire, on ne peut pas tout dessiner. C'est de l'agression, c'est l'incitation à la violence. On ne répond pas à la violence par la violence, ce n'est pas vrai. On répond par la paix. Et c'est un chemin certainement plus long, plus difficile à traiter. Mais je suis complètement outré. Mais ces gens-là ont perdu la mémoire, quoi. Il n'y a pas si longtemps, ils ont perdu tellement d'amis. Il y a eu beaucoup de souffrance chez eux. Mais comme disait chez nous. Daesh ne gagnera pas, on continuera à faire ce que l'on fait, à écrire ce que l'on écrit, à dessiner. Mais c'est pas comme ça qu'ils vont, eux, gagner, que Charlie Hebdo va gagner, que Charlie Hebdo pourrait gagner autrement. Il y a une guerre culturelle qui est engagée. Aujourd'hui, on n'arrive pas à en définir les contours de cette guerre culturelle. On ne sait pas comment la mener, parce que de temps en temps, cette guerre culturelle, elle bascule dans une guerre réelle. C'est ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. C'est-à-dire qu'il y a un conflit idéologique entre des libres penseurs et puis des croyants fervents. Et donc, cette cristallisation-là, au niveau culturel, peut basculer, on l'a vu, dans une guerre réelle. Donc il y a un principe de précaution qui est évoqué. Le problème, c'est que ce principe de précaution, il contraint la liberté de caricaturer, la liberté de parole, la liberté d'écrire. Il contraint la tradition intellectuelle française qui est née au XVIIIe siècle. Et donc ce n'est pas acceptable pour une grande partie de l'opinion. Il faut qu'on se penche sur ce qu'est la culture française. Quel est son socle et quelle est la meilleure façon de transférer ce socle culturel
à la diaspora dans sa totalité. La question qui est posée ici par le Premier ministre n'est pas celle-là. C'est la question de la réprimande aux menaces de mort. C'est ça le vrai problème. Et aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on a un problème de pénalité. Il a fait un discours qui ne sert à rien. On ne les laissera pas impunis. D'accord. Ça va être quoi la sanction? Moi, j'attends. Mais il est dans son rôle. C'est-à-dire que Charlie est un totem. Maintenant, tout ce que Charlie va sortir, on va le regarder pour les raisons qu'on connaît. Maintenant, on est en droit de se poser la question, est-ce que ça sert encore à quelque chose de rajouter à la surenchère? Et en même temps, le politique est entre les deux parce qu'il connaît la situation sur le terrain et il est obligé de trouver une posture. Et la posture, ça ne peut être qu'un truc assez basique de dire vous n'avez pas le droit de proférer des menaces de mort parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il faut qu'il étouffe vite l'affaire. On sait très bien que cette une peut transformer un type demain qui sort d'un asile en un terroriste qui va prendre un couteau et qui va tuer 2 gamines à Marseille. On le sait. Est-ce que Charlie sert à ça demain? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, le politique doit se dire, moi, je ne dois pas jeter d'huile sur le feu. Je fais une déclaration parce qu'on est un État démocratique qui a le droit à sa liberté d'expression, mais je ne dois pas en faire un débat national. Donc, juridisme froid qui ne veut rien dire et sans doute faudra-t-il demain passer à autre chose. On ne part pas très loin du sujet, vous allez le voir. On va parler de la France. C'est notre séquence, la France de Jupiter. Et pour nous parler de cette France de Jupiter, on accueille Alison Tassin. Bonjour, merci Alison du service politique de LCI. L'information est tombée hier, justement, le président de la République sera présent sur tous les lieux des attentats qui ont marqué Paris, le Stade de France, le 13 novembre 2015. Et Alison, il observera une minute de silence. Oui, en fait, c'est à peu près le même format qu'avec François Hollande l'année dernière lors des premières commémorations des attentats. Il y a une volonté de sobriété, c'était un souhait des familles dès le début, dès l'année dernière, de ne pas faire quelque chose de politique qui puisse finalement être l'objet de récupération derrière. Donc cette année, Emmanuel Macron se met en quelque sorte dans les pas de François Hollande de l'année dernière. Il avait dévoilé des plaques à l'époque puisque c'était les premières commémorations. Et en fait, Emmanuel Macron suivra le même parcours. Il y a, je crois, 7 endroits de commémoration, à commencer par le Stade de France. Pas de prise de parole du président de la République, pas de discours, pas d'expression verbale, en tout cas ce jour-là. Parce que c'est la volonté, on reste là, ce que je vous disais, dans l'expression, dans la sobriété. Les familles ne veulent pas de récupération politique. Donc finalement, un discours d'un président de la République, il y a là une marque qui s'impose. Et puis on se souvient aussi des propos un peu polémiques d'Emmanuel Macron après les attentats du 13 novembre. Il était ministre à l'époque. Il avait dit que la France avait une responsabilité, notamment dans les terreaux de djihadisme, que c'était la faute de l'économie, en quelque sorte française, qui laissait de côté certains membres de la société. Et ça entraînait finalement du djihadisme et du terrorisme. C'est pas là directement lié, mais on peut toujours y penser. J'imagine que les familles y pensent encore. Et puis, il y a aussi cette volonté dans les conseillers d'Emmanuel Macron sur la mémoire. Il y a un gros travail sur la mémoire, alors plus sur la mémoire des événements historiques, Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, avec cette volonté qui est une transmission, que maintenant on passe à une autre génération, à autre chose, notamment avec la Première Guerre mondiale, il n'y a plus de poilus. Donc l'idée, c'est que ce soit les jeunes générations qui puissent porter ça. Et ce que dit notamment ce que disait hier l'un des conseillers d'Emmanuel Macron, c'est que c'est pas forcément un événement, un discours. C'est pas le président qui a la charge mémorielle, ce qu'on appelle la charge mémorielle, c'est-à-dire que c'est pas forcément, le président n'a pas vocation à prendre la parole à chaque commémoration, à chaque événement. Il le fera par exemple vendredi à Hartmann-Willerkopf en Alsace sur les commémorations de la Première Guerre mondiale. En fait, le président doit plutôt intervenir lorsqu'il y a conflit de mémoire en quelque sorte, ou qu'on doit apaiser certaines choses. L'un des conseillers d'Emmanuel... Garant d'une forme de mémoire. Voilà, on prenait l'exemple du Veldiv et de Jacques Chirac. Il faut que ce soit ciblé pour réconcilier certaines mémoires, pour intervenir sur des points précis. C'est notamment l'objet aussi de la réflexion sur les commémorations de mai 68. Merci beaucoup Alison, vous restez avec nous parce qu'on va faire un petit débat rapide quand même. Je sais que là aussi vous avez une autre vision peut-être que celle du président sur la question. Oui, j'ai un avis un peu tranché. Je crois que c'est contre-productif. Tout d'abord, je crois qu'il y a un amalgame, il y a un mélange dans la pensée des conseillers de l'Élysée entre le devoir de mémoire qui est extrêmement utile pour notre pays parce que la transmission de cet héritage reçu indiviste dont parlait Renan se fait à travers en partie le devoir de mémoire et puis les commémorations d'attentats comme celui du 13 novembre qui ne sont pas un devoir de mémoire
On n'est pas dans la mémoire d'un acte historique, on est dans une guerre qui a été ouverte il y a quelque temps, menée sur notre sol de façon régulière à plusieurs endroits. Le 13 novembre n'est qu'un seul épisode, un épisode sanglant, douloureux pour la France, et on commémore cet épisode, alors avec de la sobriété, c'est vrai, avec une volonté de ne pas récupérer politiquement l'événement, c'est vrai, mais cette guerre contre le terrorisme, comme il appelle, qui est en réalité une mauvaise appellation, mais c'est une guerre psychologique. Presque que psychologique, si on compare le nombre de morts, et qui n'est pas terminé. C'est pour ça qu'on ne peut pas encore parler de mémoire, c'est que là on est dans des événements qui sont très frais et finalement la lutte elle est toujours présente. Et on commémore quelque chose qui est une défaite de la France, une souffrance psychologique, c'est-à-dire qu'on donne des armes à l'adversaire avec cette médiatisation extrême de ces événements-là. Moi je remercie Monsieur le Président de sa présence humaine. Ce n'est pas un président de la République qui va faire ce chemin, c'est un homme. Et c'est un homme dans toute son expression douloureuse, quoi, qui nous rassemble. Hier, je passais au métro Charonne, par exemple, et j'ai vu 8 février 1962. Il faut que ces endroits soient des endroits de paix désormais, des endroits de réflexion, des endroits où il s'est passé quelque chose de grave, d'important. Alors il ne faut pas les maximiser ou les rendre horribles, mais il faut avoir un pouvoir de réflexion. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi il ne faut plus que ça se repasse? Et il est évident que notre premier des Français se doit d'aller ici, là et ailleurs pour nous rassurer quelque part aussi, pour dire on n'oublie pas. Je suis là pour vous aider à ne pas oublier aussi. Mais malheureusement, ça rassure pas du tout l'opinion qui a l'impression qu'on est dans une émotion permanente, dans une victimisation permanente. Il y a un certain nombre de victimes qui sont finalement... Oui, mais monsieur, pardonnez-moi de vous couper, mais s'il n'y allait pas, voilà, on le critiquerait. C'est parce que justement, nous vivons dans une démocratie d'opinion que le président se sent aujourd'hui obligé de se soumettre à ce principe émotionnel de victimisation permanente. Il y a un discours politique, une responsabilité politique. Il s'est présenté comme jupitérien. Il ne se sent pas obligé. Il est contraint. Il est contraint aujourd'hui par l'opinion publique de se soumettre à cet agenda-là. Et la vraie force politique serait de s'en dégager. Je tourne vers Alison, la place du président de la République. C'est sa place. Il ne se sent pas obligé. Il y va, je le connais un tout petit peu, il y va parce que c'est son cœur qui lui dit d'y aller. Il ne faut pas toujours penser que c'est encore politique. Plus grave alors. Non, c'est encore plus grave s'il y va en tant qu'homme, comme vous le disiez, c'est encore plus grave. Non. Parce que c'est la fonction politique aujourd'hui qui prime sur la volonté de l'homme. On ne se pose pas la question, par exemple, pour la maire de Paris. La bonne posture. Et vous avez, tout ce que vous avez dit est juste. Et je crois qu'ils sont en train d'apporter une façon de réagir qui est plutôt intéressante. Hein, on voit avec la belle voix Jean-Philippe que la parole est d'argent. Eh bien, en imposant un silence d'or, on dit, on pense aux victimes, mais il n'y aura aucune interprétation des discours puisqu'il n'y aura pas de discours. Et c'est plutôt malin. Et tout ce que vous avez dit est juste, mais maintenant, pour les victimes et pour cette guerre qui n'est pas terminée, et que nous n'avons pas perdu, parce que ça n'est pas une défaite, eh bien, il fallait juste assurer une présence et donner des images. Un message, c'est 85% d'images, 13% de mots et 3% de posture. Merci beaucoup. Un dernier mot, Alison ? Oui, pour dire aussi que François Hollande fera partie de ces commémorations. On sera aux côtés d'Emmanuel Macron. Donc là encore, on verra les deux hommes l'un à côté de l'autre. On sait que les relations étaient un peu tendues, mais évidemment, dans ce type d'événement, ce genre de choses, on les met un peu de côté. Merci beaucoup. On vous retrouve très vite dans la médiasphère. C'est l'autre heure de ce rendez-vous, l'heure de râler. Alors, #râlons enfants. Et le râleur, c'est Jean-Luc Mélenchon en France, le patron de la France Insoumise, qui a remis le couvert hier au sujet de la présence du drapeau européen à l'Assemblée nationale avec une sortie pour le moins étrange. Mais avant d'écouter cette sortie pour le moins étrange, retour dans le passé. C'était il n'y a pas si longtemps. Écoutez. Et franchement, on est obligé de supporter ça. Non, mais attends, c'est la République française ici, c'est pas la Vierge Marie, là. Je comprends pas. Il ne comprenait pas à l'époque. Alors hier, à l'Assemblée nationale, ça a donné ça.
Il faut un drapeau qui nous rassemble. Il comporte 12 étoiles, ce qui n'était pas le cas du moment où il n'y avait pas 12 États au moment où il a été proclamé, et il y en a 29 aujourd'hui. Si on nous proposait de mettre 29 étoiles, j'admettrais qu'il y ait un drapeau qui représente l'Union européenne. Ce n'est pas le cas. Voilà, 29 étoiles et un nouveau drapeau. On a un peu du mal à comprendre parce que on a ressorti notre dictionnaire, on s'est dit bon alors l'Europe, il y a le Conseil de l'Europe, mais paf, ils sont 47, donc ça doit pas être ça. Nous, on est 28, donc ça doit pas être ça. Donc 29. Est-ce qu'il veut faire rajouter à cette espèce d'organe gazeux qu'est la France insoumise une étoile sur le drapeau européen? Et à ce titre-là, il l'acceptera dans l'Assemblée. Alors, soit il s'est trompé factuellement, j'ai pas compris moi personnellement. Vous avez une explication? Le chiffre est inexact, déjà. Oui. Il y en a un qui va partir. Il y a un pays, il me semble, qui va... Sauf s'il y a une idée derrière. Qui va s'éloigner. Donc le chiffre est déjà faux. Donc bon, je crois que c'est un problème qui n'en est vraiment pas un. La France est dans l'Europe, donc pourquoi ne pas avoir le drapeau français et le drapeau européen à côté? Le nombre importe peu. C'est la force du témoignage de la France dans l'Europe qu'il faut absolument imposer. Là, par contre, il faut l'imposer, cette image-là. Alors, il fait une erreur factuelle, juste, Frédéric, juste de dire, les 12 étoiles, c'était pas parce qu'il y avait 12 membres à un moment, c'est parce que ça fait un cercle parfait. Donc, c'est pour ça qu'on a eu 12 étoiles. Ça n'avait rien à voir avec le nombre de membres de l'Union européenne, puisqu'à un moment, on dit, oui, on était 12, il y avait 12 étoiles, et pourquoi on les fait pas évoluer? Voilà. Frédéric Sinclair, vous avez l'explication de cette 29e étoile? Quelque chose, vas-y. On a cherché, hein. Je sais pas. Bon, après, il y a la forme et le fond, on va y revenir. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon fait à nouveau hier cette intervention? Alors voilà, c'est ça qui m'intéresse finalement, c'est cette violence. Il ressort à l'extrême gauche finalement cette ancienne qui est le combat du laïc contre le religieux. Je m'étonne juste de la sympathie qu'il peut témoigner vis-à-vis d'autres religions où là il faut de l'apaisement et du calme, et dans l'Assemblée nationale c'est pas la Vierge Marie ici. Moi j'aimerais bien qu'il parle de la même façon du prophète. Il n'osera pas le faire parce qu'il sait la menace qu'il y a derrière, et je crois que d'aucuns responsables religieux, enfin d'aucun prophète, d'aucune figure, d'aucune icône, il faut parler comme ça, parce que derrière il y a des gens qui doivent être respectés, qui ont leurs convictions, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient non-croyants d'ailleurs, et donc je crois qu'il y a un devoir pour un responsable politique d'avoir un minimum de respect pour les symboles. Voilà. Cela dit, il y a plus terrible comme image que l'image de la Vierge Marie. On est bien d'accord. Il y a plus terrible que ça. On est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'il est un peu limite parce qu'on lui reproche, et on reproche peut-être à les son suites du entourage, petit coup de mou. on reproche à son entourage d'être un peu trop favorable à certaines idées islamistes qui disent c'est octobre 2017, on célèbre la révolution russe, et à l'époque le grand combat c'était la dictature du prolétariat contre la doctrine sociale de l'Église, et moi j'ai choisi la dictature du prolétariat. Ok, on comprend. Là on comprend rien. On ne comprend pas ce combat. Vous avez la parole, c'est bientôt la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un nouveau magazine qui est d'un format génial, et à chaque fois des illustrateurs. Là, c'est Stéphane Trappier qui est l'illustrateur du Théâtre du Rond-Point. C'est un enjeu à chaque fois, donc un grand thème. On explique de A à Z ce qu'il faut savoir. Et de l'autre côté du pliage, eh ben, on a toutes les solutions. C'est-à-dire que vous, Christophe, moi, Jackie, si je me dis, sans être hyper écolo, voilà, j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice, et comment je peux comprendre mieux le vin, comment améliorer la santé au travail, ben, j'ai quelques solutions très très simples, et je peux les retrouver sur un site internet, QQM. Qu'est-ce qu'on fait ? 2,90 € en kiosque, coup de chapeau à eux, c'est formidable, et en plus, c'est très joli. Voilà, c'est très joli, belle initiative. Fantastique, surtout que je pense que j'ai vu qu'on parlait de vin. Exactement, Jean-Philippe, je vous la fous. Non, on la récupérera, et bien évidemment, comme le veut nos amis du CSA, à boire avec modération. Merci à tous les trois, merci à tous ceux qui sont venus dans la médiasphère, merci à vous de nous regarder. On se retrouve dans la joie et la bonne humeur pour les coulisses de l'info demain à 9h. Avant, dernière petite question, qu'est-ce qu'on fait quand on est maire pour promouvoir sa ville ? La réponse, c'est en image. Bonjour les Vendéens, avez-vous remarqué, la ville est sur son 31.
Le mois du commerce est sur le point de démarrer. Rejoignez les festivités. Le soleil brille sur la lavande. Le soleil brille sur la lavande. Le soleil brille sur la lavande. Le soleil brille sur la lavande.